vais commencer pour de bon sur un des aspects de notre outil commun qui s'appelle le registre, alors qui est quelque chose d'assez obscur, je pense, vu de l'extérieur, mais qui pour nous est très important. Alors le registre, c'est d'abord un outil de santé publique. Alors tout le monde connaît ou a entendu parler des registres de cancer, des cancers de l'enfant, mais aussi des cancers de l'adulte. Il y a des registres des malformations congénitales. En règle, c'est des outils qui servent pour la communauté, mais aussi les décideurs, mais la communauté pour savoir si une maladie est en train de flamber sur le plan épidémiologique. Est-ce qu'il y a par exemple une épidémie de malformations congénitales qui apparaît ou des choses comme ça. Mais c'est aussi un outil pour les maladies rares. C'est un outil qui obéit à une réglementation qui est un arrêté de 1995. Alors il y a une mise à jour récente, et ça suppose qu'on fasse un recueil continu et exhaustif de données nominatives intéressant un ou plusieurs événements de santé dans une population géographiquement déterminée. Donc ça veut dire qu'on doit enregistrer des cas. Ça veut dire qu'il y a une série de conditions. Si on enregistre des données individuelles, on doit les enregistrer dans des données de sécurité complète pour les patients. C'est-à-dire qu'une fois que l'enregistrement est fait, on doit garantir la confidentialité de ces données. Et puis, sur le plan scientifique, on doit en faire quelque chose. Et ça, c'est tout l'objet du travail du registre. L'intérêt d'un registre maladie rare, c'est un peu de connaître la fréquence de la maladie. Bon, on sait qu'elle est rare, alors est-ce qu'il y ait 100 cas en France ou 120 cas, ça ne change pas la face des problèmes, mais bon, c'est un élément. On doit, ce qui est beaucoup plus compliqué pour nous, c'est d'évaluer le devenir au long cours, mais c'est fondamental. Non seulement on veut savoir le nombre de cas, mais on veut savoir qu'est-ce qu'ils deviennent. Et ça, c'est le gros objet du travail de notre registre, ce qui suppose que pour arriver à faire ça, on arrive à rassembler des cas en dehors de notre giron, ici à Trousseau par exemple, et même en dehors du centre de référence avec les sites qui sont Saint-Louis et la Pitié-Salpêtrière. Et puis, avoir une vision nationale de la maladie, et puis une vision non seulement nationale de la maladie, mais aussi une vision sur multifacettes. Si on sait que cette maladie est compliquée, et c'est ça un peu la grosse difficulté. Notre philosophie fondamentale derrière tout ça, c'est la médecine par l'épreuve. Alors je dirais que la médecine par l'épreuve, on a vu l'anti-exemple, c'est le Covid. Chaque jour, il y avait une nouvelle découverte et rien n'était certain. Nous, ce n'est pas du tout notre approche. On essaie de valider les données au fur et à mesure, ce qui suppose des fois du temps, parce que ce n'est pas si simple d'être certain que tel chemin est le bon chemin à prendre. Mais on essaie d'avoir cette approche de médecine par l'épreuve. Sur les histiocytoses proprement dites, si on rentre dans le détail, dans la famille des histiocytoses, il y a 5 maladies différentes. La plus commune et la plus connue, c'est l'histiocytose langerhansienne, mais on a une autre maladie que connaît mieux que les équipes adultes, qui sont la maladie d'Erdheim-Chester, mais on a aussi une autre maladie qui s'appelle le xanthogranulome juvénile, la maladie de Rosey-Dorfman, et les histiocytoses malignes. Et non seulement il y a 5 maladies, mais en plus il y a une quinzaine de présentations différentes. Et on sait très bien que la forme osseuse du grand enfant de 4-5 ans n'a rien à voir avec la forme très agressive de la forme du nourrisson. Et chaque forme clinique de maladie est à prendre en compte en tant que telle. Et donc l'image pour moi, c'est une fable indienne où il y a un éléphant qui est approché par des aveugles. Chacun touche un bout de l'éléphant et se dit moi je suis certain qu'il est dur et lisse, c'est la défense. D'autres qui touchent la trompe et ainsi de suite, les oreilles, le pied. Et on peut avoir une vision très différente. Et on sait que pour les histiocytoses, et en particulier si on s'en tient au regard médical habituel, il y a des formes dermatologiques, des formes ORL, des formes osseuses, orthopédiques, neurochirurgicales. Et en gros, pour faire un diagnostic d'histiocytose, il y a une quinzaine de spécialités médicales qui sont impliquées. Et si là aussi, notre approche était une approche globale de toutes les formes cliniques de la maladie. Donc c'est clairement, ça justifie la complexité de la maladie justifie une approche globale.
Le deuxième élément qui justifie une approche globale, c'est que année par année, si on prend tous les centres, alors côté pédiatrique, mais je pense que côté adulte c'est pareil, un centre donné, même historiquement, vous voyez, entre 0 et 10 patients par an au maximum. Et avec une expérience qui était très limitée et des formes compliquées de la maladie, il n'était pas possible d'avancer parce qu'on ne peut pas réfléchir avec un cas tous les 2-3 ans. Ça ne suffit pas pour faire réfléchir sur la prise en charge et améliorer la prise en charge. Donc il faut rassembler. Surtout, et ça je pense que vous avez sûrement vécu cette déconvenue, c'est que le patient qui va faire le premier diagnostic d'une ischiocytose, souvent découvre la maladie dans sa carrière professionnelle à l'occasion du diagnostic. Et donc forcément, il va prendre un livre de médecine et puis il dit « Tiens, c'est quoi l'ischio ?» Waouh, c'est ça. Ah bon, non, c'est pas ça. Ah non, c'est ça. Et donc, bon, voilà, d'avoir un moyen de rassembler ces cas, ça aide beaucoup les cliniciens. Et dans le détail, là aussi, si on va en détail, là où c'est compliqué, c'est que on a un registre national, on doit se mettre d'accord, non seulement nous, déjà, si vous voulez, dans la vie, c'est pas toujours simple de se mettre d'accord avec son voisin, mais alors là, on a 35, côté pédiatrique, on a 35 centres pédiatriques où on doit se mettre d'accord, fonctionner avec eux, travailler avec les équipes. Et côté adulte, il y a à peu près au moins 75 équipes. Il y a au moins 8 spécialités bien clairement identifiées qui doivent travailler ensemble. Au sein du centre de référence, on est 3 sites et il y a un laboratoire de référence. Là aussi, ça fait 5 équipes au total, parce que sur le site de la Pitié-Salpêtrière, il y a la neurologie, la médecine interne. Et on doit aussi viser l'exhaustivité. Et on doit organiser le suivi. Et au total, tout ça doit aider à publier des données, améliorer la connaissance. Et maintenant, on s'appuie aussi sur une banque de tissus pour une collection de tissus qui sont congelés, qui nous aident à faire des études biologiques dans la suite. Alors si je mets l'ensemble de... il y a un truc qui ne va pas pour le haut, là. Je ne sais pas si... Ouais. Si on prend notre histoire récente, le registre a commencé à travailler en 1993. On a été rétrospectif au départ, on a récupéré des informations sur les années 80-93, et puis après on a participé aussi à des essais thérapeutiques internationaux dans les années 90-2000. On a mis en place en 1998 un essai thérapeutique qui s'appelle 2-CDR-acitine, au niveau français et au niveau international. Ça, c'était pour la pédiatrie. Il y avait un essai international qui s'appelait LCH3. On a continué le travail de collection d'informations. Le BERAF... je peux dire aussi qu'à ce moment-là, le seul soutien solide, récurrent, c'était l'association Ischiocytose France, qui nous a permis de fonctionner et d'avoir une base de travail. Et puis après, est arrivé 2 choses. Il y a les centres de référence, avec le plan maladie rare qui a permis notre labellisation en 2006, mais Abdelatif a développé ceci. Et puis la connaissance de la maladie va bondir en 2010 avec la découverte de BERAF, et un projet qui se met en place qui s'appelle GenIstio, et puis maintenant IstioTarget, et l'utilisation des thérapies ciblées, le VMF, Vemurafemib, à partir de 2013. Donc ça, c'est un peu l'état d'avancement de nos connaissances. Là-dedans, le registre y est pour beaucoup, parce que ça nous a permis de valider toute une série d'approches thérapeutiques et des facteurs de risque et des outils, disons, d'évaluation de la maladie. Alors là aussi, on vous fait part de notre fonctionnement interne, c'est l'outil informatique. On a changé cette année d'outil informatique. Alors là aussi, vu de l'extérieur, ça n'a aucune importance pour vous, mais pour nous, ça a une grosse importance parce que ça a beaucoup mobilisé d'efforts, ça a mobilisé de l'argent. L'outil informatique précédent s'appuyait sur une base qui s'appelait Access, qui est un outil qui était sur des postes locales, qui n'était pas accès à distance, qui était très flexible, peu coûteux, et qu'on arrivait à mettre à jour nous-mêmes. Mais simplement, cet outil allait tomber en obsolescence parce que Microsoft ne mettait pas à jour cet outil Access. Et donc on est passé à une base qui s'appelle Istiobase, avec l'aide de la fac de la Pitié-Salpêtrière et l'unité d'informatique et d'épidémiologie de M. Cara.
Et donc on a développé un outil qui est capable à distance, avec des connexions à distance, de porter toutes les données qu'on avait dans la base précédente, qui permet de faire travailler ensemble les équipes adultes et les équipes pédiatriques, et puis potentiellement les équipes qui sont les centres à distance. Donc ça, c'est un énorme progrès, ça s'appelle l'Istiobase pour nous. Alors ça nous a demandé énormément d'efforts. L'avantage, c'est que on a une meilleure sécurité des données, on a une accessibilité à distance, une fiabilité, et on est en train d'étendre ça, alors ça c'est côté pédiatrique, mais peut-être que côté adulte, sur les collègues au niveau international et européen, parce que c'est un modèle de base de données qui fonctionne et qui est assez représentatif de l'état de la maladie. L'évolution récente, il y a le renouvellement du centre de référence, mais là je laisse la parole à Abdelatif. On contribue à l'outil réunion de concertation pluridisciplinaire. Là aussi, ça va être développé dans le cadre du centre de référence, mais c'est un outil fondamental pour nous pour donner des avis sur les collègues à distance. C'est-à-dire qu'en fait, chaque dossier un peu difficile, et des fois vous pouvez considérer que votre histoire est un dossier difficile, il va être discuté par votre médecin et il va être discuté aussi par un collège de médecins au niveau français et des fois au niveau international, ce qui permet en tout cas d'avoir une homogénéisation des pratiques et d'autre part le meilleur avis possible pour chaque patient. Les projets, Istio-Target, c'est un projet qui est en cours et qui nous permet de recueillir le suivi biologique des patients. Et puis, un mot sur les financements. Ceci coûte de l'argent. Là aussi, je redis que Istios France nous a aidés depuis le début et alors surtout a eu un rôle de stabilisateur parce qu'on a en tant que médecin, notre rôle, c'est aussi d'aller chercher faire des projets de recherche et d'avoir des financements publics. Mais ces financements publics, ils peuvent s'arrêter. Ils peuvent être compliqués à utiliser. C'est des sommes d'argent qui sont des fois immobilisées quelque part dans la grande machine administrative. Et si on a 6 mois difficiles, on est très content d'avoir une soudure possible et une continuité. Parce que ce travail de registre, il a un sens si on peut être pérenne sur des mois, des années. Donc ça, c'est un financement qui est donc de multisources et qui contribue d'une part à la base de données elle-même, mais aussi au salaire des attachés de recherche clinique. Et il y avait donc Mohamed Barkaoui fait ce travail, Aurore Chevalier aussi sur Trousseau, mais il y a maintenant des attachés de recherche clinique à Saint-Louis et à la Pitié-Salpêtrière qui vont contribuer à enrichir la base de données. La biobanque aussi, c'est-à-dire que si on veut corréler la maladie avec un certain nombre de marqueurs biologiques, il faut enregistrer ces données, et là aussi c'est possible parce que voilà, on a cette organisation. Et notre tâche, c'est d'avoir donc maintenant de trouver des financements pérennes, mais on est quand même beaucoup plus en situation beaucoup plus confortable aujourd'hui parce qu'il y a quand même à la fois Histiocytose France, mais il y a des financements qui arrivent par le centre de référence, parfois des dons d'industriels et d'autres sociétés qui peuvent contribuer. Ce qu'on produit avec ceci, c'est des données scientifiques. Alors là aussi, c'est accessible pour tous, mais c'est en anglais. Alors, il est probable que les patients ne vont pas lire les articles anglais, mais il faut savoir que pour nous, médecins, si on ne publie pas en anglais, autant dire qu'on n'a pas une visibilité énorme. Et donc il est absolument indispensable de publier dans des revues dites internationales, peer review, des revues avec les pairs, en anglais. Et on a fait, il y a toute une série de travaux qui sont disponibles sur l'épidémiologie, la survie des patients, des scores d'activité, des formes cliniques qui sont décrites en détail, les mutations BRAF et ses conséquences, des mutations autres que BRAF, l'évaluation des thérapeutiques classiques et aussi des thérapies ciblées qui vont être développées plus tard. Bref, il y a aussi des rapports d'activité qui sont disponibles sur le site histiocytose.org. Alors, c'est des choses assez confidentielles, mais quand même, si vous voulez lire l'état d'avancement, le nombre de cas, l'état de santé des patients globalement, des patients concernés, il y a ces informations. On est à peu près à 3500 dossiers qui sont inclus dans le registre, avec une majorité d'histiocytose languérantienne.
Et on peut dire aussi que, le point important, mais c'est un tout petit un des éléments, un des marqueurs, on meurt pratiquement plus d'histiocytose chez l'enfant. Et on peut l'affirmer, ceci est dû au fait qu'on a des thérapeutiques qui sont efficaces, mais on peut aussi le valider parce qu'on a un suivi des patients. Alors il y a d'autres enjeux maintenant que vie ou mort, et on va s'intéresser aux séquelles, mais il y a tout ceci qui est disponible. On contribue au niveau international, l'équipe française, globalement, adultes, enfants, contribue sur de très nombreuses publications. Et je pense qu'on est très bien représenté dans les études cliniques qui ont de nombreux cas. Puisque je pense que, bon, mon compte n'est peut-être pas exact, mais on a presque plus de 50% des grandes études sont faites par les équipes françaises. Et puis voilà, on va parler du centre de référence, mais là je laisse la parole à Abdel Latif. Merci.